Bienvenue à l'émission Littéralement d'ici. Aujourd'hui, je reçois Eva Lalancette qui vient de sortir un livre. Fait que Eva, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es une fille de la région? Oui, absolument. Moi, je dis que je viens de Dolbeau-Mistassini, là, mais ma rue, elle se sépare en deux. D'un côté, c'est Albanel, l'autre, c'est Dolbeau. Mais je suis bien vendue Dolbeau. OK. Fait que toi, être devant les caméras de la TV du Lac, c'est pas un problème pour toi? Ah, tellement pas. Moi, c'était mon petit chez-moi avant la télé. OK. Là, on va parler de ton livre. Ton livre, tu l'as sorti il y a 3 semaines. Oui. OK. Puis tu as fait ton lancement à Dolbeau. Oui, j'ai fait mon lancement à la librairie centrale de Dolbeau-Mistassini. C'était important pour moi de le faire là où je viens, parce que là, en ce moment, je suis à Jonquière, je suis Chicoutimi pour les études, mais Dolbeau, là, ça reste mon petit patois, ça reste là d'où je viens, fait que je trouvais ça bien, bien important. Tu as eu du monde qui est venu te voir? Oui. OK. Fait que tu me disais tantôt, on s'est parlé un peu avant, que ton livre se vend bien. T'as en réimpression? Oui, je pars en réimpression parce que mais ma première impression est complètement vendue. Là. Il me reste quelques exemplaires que je garde en réserve parce que là, je pars au Salon du Livre. Au moment où l'émission va être diffusée, je vais sûrement être déjà allée, mais la fin de semaine du 26 novembre. Et c'est quoi cette première expérience d'écriture? Est-ce que ça se passe bien? Tu as trouvé ça difficile? Je vais te dire que j'ai pas trouvé ça nécessairement difficile. Ce qui a été difficile, c'est faire éditer le roman, mais j'ai vraiment apprécié écrire. Moi, je le faisais de base comme passe-temps, puis j'aime partager ma plume aux gens. J'aime que les gens puissent découvrir mon univers. Il y a des gens qui m'ont donné déjà des retours sur la lecture de mon roman, puis j'aime ça, savoir ce qu'ils en ont pensé, c'est qui leur personnage préféré, mais de base, l'écriture, ça reste un loisir pour moi. Donc, je le faisais dans mes temps libres, là où j'en avais envie, quand j'en avais envie. Je me suis jamais mis de pression par rapport à ça. Fait que c'est ce qui fait en sorte que ça n'a pas été difficile. Là, on va discuter un peu de ton écriture, de ta lecture, du rapport à la littérature, parce qu'ici, on essaye de montrer aussi que la littérature, elle est régionale, qu'on a des talents ici, mais aussi tout simplement des passionnés. Fait que tu parlais de ton univers. Ton univers d'écrivaine et de lectrice, ça ressemble à quoi? Ah, moi, je suis une grande lectrice depuis que je suis toute jeune, je pense, là, depuis que je suis en 4e année du primaire. Je devrais vous envoyer des photos de ma bibliothèque, là. Elle est bien, bien garnie. Puis encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'aller dans une librairie sans repartir avec rien. Parce que j'ai toujours envie de partir avec tout ce que je vois. J'ai toujours une grande curiosité envers la lecture, autant de ce qui vient d'ailleurs, mais aussi de ce qui vient d'ici. Je trouve ça important d'encourager local parce que c'est ce qui fait vivre notre région, c'est ce qui fait vivre notre beau coin de pays. Puis on a du talent aussi en région. Ben oui, tout à fait. Je reçois 12 écrivaines, donc tu pourras voir ça. Oui. Je te parle de l'univers, mais les genres, les auteurs, parce que toi, tu as commencé en 4e année du primaire à lire. Probablement que tu as surtout lu des auteurs jeunesse au début. C'est eux qui t'ont accroché. Oui, bien, au départ, c'était beaucoup plus jeunesse. Je me souviens, je lisais les livres fou lire, là, sont épais comme ça. Okay. Mais en 5e année, déjà, je lisais Le Labyrinthe. C'est un livre de James Dashner, puis c'est une bonne brique. Là. Ils ont fait un film dessus de Maze Runner. J'étais en 5e année. J'étais quand même déjà assez jeune. Et moi, ça n'a pas été long que j'ai eu la piqûre de la lecture puis que je suis allée vers des plus gros romans. C'est sûr que je suis une fan de fantastique, ce que je trouve qu'on exploite peut-être un peu moins au Québec. Il y en a, mais je trouve que c'est peut-être pas ce qui prend le plus de place dans notre littérature à nous. Et mon roman, moi, il est fantastique justement parce que je trouvais c'est tellement un univers que j'apprécie, que j'aime. Mais sinon, tout ce qui est roman d'amour... je lis un peu de tout, en fait, des faits réels. J'ai lu aussi le livre de Victoria Charlton qui vient du Québec. Je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais elle fait du true crime, un peu comme... je cherche le nom. En français, c'est du vrai crime. Là. Oh, tout à fait. On rapporte des choses qui sont vraiment passées, puis on l'habille, le travail littérairement parlant. Oui, exactement. De façon à ce que ce soit fluide pour la lecture, puis... tu sais, tant qu'à lire un livre d'horreur, je préfère lire quelque chose qui est arrivé pour de vrai. Mais c'est un peu macabre dit comme ça, mais c'est assez populaire pour que j'en parle sans être gênée. Oui, et puis il y a des grands auteurs, je pense à Truman Capote qui a un peu lancé le genre, donc c'est vraiment un genre reconnu. Tu parlais de fantastique. Oui. Alors fantastique, là, les gens qui nous regardent, peut-être ils savent pas ce que c'est que la littérature fantastique. Alors, en plus, je m'en vais prof de français, fait que ça dépend parce qu'il y a... Tu vas faire ça très bien, alors tu vas nous expliquer ça comme une classe. Mais il y a vraiment 2 types de fantastique qu'il faut différencier. Il y a le fantasy et il y a le fantastique. Le fantastique, c'est un peu comme... Le fantastique arrive, mais je pense qu'ils sont pas au courant. Et le fantasy, c'est... ça fait partie de leur vie courante. Si je peux faire une distinction, là. Fantasy, c'est un peu comme...
Harry Potter qui vivent là-dedans toujours. Tandis que fantastique, j'irais peut-être plus avec... Ce qu'on amène souvent, c'est dans un monde réel. Oui. On a un élément qui est fantastique. Puis C'est ça. Merveilleux, si c'est un bel élément, les petites fées. Puis quand c'est fantastique, c'est un peu moins merveilleux, souvent. C'est ça. Ça brasse un peu plus, là. Puis c'est un peu plus vu comme... c'est surprenant qu'il arrive quelque chose de fantastique. Tu sais... Mais toi, tu fais de la fantaisie ou du fantastique? Hey, moi, c'est tellement un débat. On dirait que des fois, j'ai de la misère à différencier les deux. Moi, je dirais que au début, ils sont dans une vie normale comme toi et moi. Okay. Puis après ça, il y a des éléments du fantastique ou du fantasy, du merveilleux qui embarquent. Là. Mais après ça, ça devient juste acquis dans le roman que c'est fantastique, là, que justement, il y a des choses bizarres qui arrivent, puis ça devient normal. Puis ton lectorat, c'est qui? C'est plus des jeunes adultes? Jeunes. OK. Toi, tu fais de la littérature jeunesse. Bien, les jeunes du secondaire. Okay. Donc, les adolescents, moi, je dis tout le temps 12, 18 ans. Okay. Mais, tu sais, je pense pas que 20 ans, ça passe encore, on est encore dans la tranche d'âge. Ça dépend vraiment c'est quoi les intérêts de la personne qui me lit. Là. De toute façon, la littérature jeunesse, c'est aussi pour les adultes. Mais quand on parle de littérature jeunesse, c'est plutôt pour le plancher bas. C'est-à-dire, c'est accessible à 12 ans, ils peuvent regarder ça, puis c'est pas un livre qui va les troubler, mettons. Non, puis tu sais, ça touche des sujets aussi quand même assez importants pour les jeunes du secondaire. Ça va être plus exploité dans mon deuxième tome, mais j'ai une personnage, justement, tous les jeunes apprennent à se battre dans mon roman, puis ils doivent vraiment se battre contre des créatures. Mais il y en a une qui est en surpoids, puis qu'elle se bat, c'est pas sa force. Elle n'a jamais été entraînée pour ça, elle n'est pas bonne, puis elle se trouve inutile à cause de ça, mais elle a plein de belles qualités ailleurs, qui lui servent, son intelligence, entre autres, elle est plus intelligente que les autres. Puis ça, c'est quelque chose que, on dirait au secondaire, tout le monde veut être un sportif. Je sais pas, mais on dirait que c'est tellement... Le sport est tellement mis d'avant, mais les sciences, les arts, c'est tellement aussi important, ça apporte aussi quelque chose. Donc, c'est vraiment des thèmes jeunesse qui peuvent être lus par des adultes, qui vont intéresser les adultes, mais qui étaient accessibles vraiment pour les jeunes. J'écris dans une langue assez facile à lire aussi. Donc, initiation... acceptation de soi, les grandes thématiques du livre jeunesse, toi, tu es à l'aise là-dedans, puis tu t'adresses finalement à tes futurs étudiants déjà. Oui, puis là, j'ai commencé des stages, puis j'ai des élèves qui m'ont lu. Okay. Puis j'aime ça avoir leurs commentaires. Beaucoup d'entre eux, s'ils ne l'aiment pas en tout cas, ils me l'ont pas dit. OK. Puis comment on fait, parce que tu m'amènes sur ce terrain-là, puis c'est une grande question, comment est-ce qu'on fait aussi pour que les jeunes découvrent la littérature? Parce que présentement, il faut le dire, le segment de la population qui lit le plus, contrairement à ce que les gens imaginent, c'est les jeunes, dans le sens où la littérature jeunesse est très, très bien vendue. Mais en même temps, on sait qu'il y a toute une partie de la population, jeunes, adolescents, qui ne lisent pas. C'est quoi les recettes là, pour amener à son jeune, les gens qui nous écoutent, qui ont un enfant de 12, 13, 14 ans, il ne lit pas, il trouve ça un peu dommage. T'as-tu des... à part acheter ton livre, d'autres recettes? Non. Moi, c'est vraiment autant dans l'enseignement que pour les livres. Ce qu'il faut faire, c'est pas prendre le jeune comme un bébé. Il faut pas le prendre comme... Oui, ils sont plus jeunes que nous, mais ils veulent pas être pris moins que ce qu'ils sont. Fait qu'il faut toujours les imaginer plus que ce qu'ils sont. Ils savent déjà à 12 ans c'est quoi l'intimidation, c'est quoi se battre, c'est quoi tromper quelqu'un. Ils le savent, puis ça, c'est important de ne pas se voiler la face. Moi, je pense que c'est important d'être honnête avec les jeunes pour, premièrement, les captiver. C'est d'aller dans leurs intérêts, parce que un jeune qui n'aime pas lire, selon moi, c'est un jeune qui n'a pas trouvé quelque chose à sa plume à lui. Quelque chose qui va peut-être plus dans son langage à lui, plus facile à lire, quelque chose avec des images. Il y en a qui ont de la misère à voir dans leur tête. Fait que parfois, des livres avec des images, c'est plus facile. Des bandes dessinées, par exemple, ou des mangas qui sont justement des bandes dessinées faites du côté de l'Asie, là, un peu au Japon. Fait que justement, je pense que c'est vraiment d'aller selon leurs capacités, selon leurs intérêts. Puis, tu sais, il n'y a pas de recette magique pour plaire à un jeune. Il n'y a pas quelque chose qui va plaire à tout le monde, comme il n'y a pas un repas qui va plaire à tout le monde. C'est d'être curieux, d'essayer des choses, puis de ne pas se forcer. Il y en a beaucoup à qui je parle qui sont comme moi, quand j'ouvre un livre, il faut absolument que je le termine. Mais si au 3e chapitre, tu le sais que tu ne l'aimes pas, puis que ça ne rentre pas, force-les pas, tu n'aimeras pas ta lecture, puis tu n'aimeras pas ça lire, tu ne voudras pas en rouvrir d'autres des livres. Ferme-le, fais des découvertes, va en chercher d'autres. Fait que touche à tout, essayez.
Fait qu'un beau parallèle, hein, l'alimentation, les goûts de lecture, c'est un peu la même chose. On élargit sa palette. C'est ça. On essaye des choses, on se ferme pas de porte. Puis ça arrive des fois qu'on n'aime pas quelque chose, puis qu'on n'aime pas un aliment. Dans ce temps-là, on en essaie d'autres. Est-ce que tu as commencé à être approché par des jeunes qui veulent écrire? Parce qu'on fait assez rapidement l'expérience quand on est écrivain de gens qui, pour toutes sortes de raisons, veulent être écrivains. Des fois, c'est le fantasme de l'écrivain. Des fois, c'est parce qu'il y a un authentique amour de l'écriture en tant que soi. Ils te demandent des conseils. Est-ce que tu serais capable d'expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi? Donc, tu t'es mis sur ta table, tu as écrit ton premier manuscrit. Qu'est-ce que tu en as fait après? Ah, mon Dieu, c'est tellement une question quand même assez complexe. Moi, j'ai commencé à écrire avec le concours Jeunes auteurs à vos crayons. Donc, déjà là, j'ai été en contact avec des jeunes qui ont écrit Jeunes auteurs puis qui ont participé au concours. Cette année aussi, j'animais le lancement du concours pour l'année 2023. Donc, j'ai été en contact avec plein de petits jeunes auteurs qui avaient déjà gagné. Puis là, ils me posaient des questions sur moi, mon expérience d'édition. Mon premier roman, c'est pas lui que j'ai publié, là. Mon premier roman, je l'ai écrit, il ne sera jamais publié. Il n'a jamais été publié, mais c'est ça, je l'ai écrit, j'étais en secondaire. Je commençais à connaître l'écriture. J'ai écrit un roman, 40 000 mots, c'était plus soft, plus doux, avec mes capacités de l'époque. J'en ai réécrit un, puis je pense que c'est ça, il ne faut pas s'arrêter à un refus, parce que moi, j'ai eu plusieurs refus de plusieurs maisons d'édition avant de trouver enfin celle que j'ai en ce moment. Puis, c'est de ne pas se décourager. Souvent, c'est une ligne éditoriale qui ne fonctionnera pas. C'est un moment. C'est un moment, surtout pendant la pandémie. Il y a tellement de gens qui étaient en pause à la maison, qui avaient le temps d'écrire, que des manuscrits, les maisons d'édition en ont reçu à la centaine, à la pelletée. Ils ont des choix à faire à un moment donné. Puis c'est sûr que les gens qui ont déjà été publiés, pour eux, c'est moins un risque de les prendre. Fait que pour des jeunes auteurs, moi, ce que je dis pour les encourager, c'est pas une voie facile écrire. C'est comme être acteur, c'est pas facile. Mais participer à des concours, se faire un nom, pas hésiter à aller poser des questions justement dans des salons du livre. C'est vraiment les meilleures clés pour réussir à se faire connaître tranquillement, se faire lire ce qu'on écrit pour avoir des recommandations des gens, puis envoyer un manuscrit qui a été retouché déjà avant de l'envoyer à une maison d'édition. On diminue le risque de refus à ce moment-là parce que ce qui avait déjà été retouché a été fait. C'est sûr que on se relit et on se retouche jusqu'à la dernière semaine avant de le faire imprimer. Mais déjà là, s'il y a un travail qui a été fait avant, il y a moins de chances de refus. C'est un exercice d'humilité, l'écriture. Oui. Faut pas se sentir mal de se faire refuser. Il faut pas se sentir mal que... Comme je dis, les livres, c'est comme la nourriture, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a un aliment que quelqu'un va trouver délicieux, l'autre non. Il y en a qui m'ont dit que mon livre... c'était moins dans leur palette. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui ont dit que c'était un des meilleurs livres qu'ils avaient jamais lu. Ça dépend c'est qui lit, puis faut pas s'offusquer pour ça. Oui, tout à fait. Puis j'aime aussi comment tu amènes, c'est que souvent les gens vont s'imaginer qu'on devient écrivain. En fait, on écrit et éventuellement on devient écrivain. Oui, puis avant tout, je pense qu'il faut écrire pour soi-même. Il faut que ce qu'on écrive nous plaise, nous passionne. Si on fait qu'écrire pour les autres, moi, je m'imagine juste pas le faire. Aussitôt que j'ai des syndromes de la page blanche, ça m'arrive tellement souvent. Puis que je suis campée devant mon ordinateur, puis je suis comme, je sais pas quoi écrire. Ben, je me force pas. Il faut le faire pour soi-même, il faut aimer ça. Puis ce que tu dis aussi, c'est que faut le faire régulièrement, il faut le faire avec application. Oui. Pas sens de l'obligation, mais vraiment l'envie de s'asseoir à sa table. Sébastien Gagnon nous citait Stephen King, quand il disait « Si tu crois aux muses, arrange-toi pour qu'elles sachent où te trouver. » Si on ne s'assoit pas sur un bureau avec son écran, ça ne va pas marcher. Là. Non, puis... T'écris combien de temps par semaine? Ah, mon Dieu, là, je suis à l'université en plus. Je dis beaucoup, mon Dieu, mais c'est parce qu'on dirait que j'ai un horaire tellement chargé que je peux pas dire combien de temps que je passe à m'asseoir à écrire. Mais au moins une fois par semaine, je vais ouvrir mon ordinateur, je vais m'essayer. Puis comme je dis, il y a des fois là que je peux écrire 20 000 mots en une fin de semaine, puis c'est merveilleux. Puis il y en a d'autres que je vais ouvrir mon ordinateur, je vais être 30 minutes devant l'ordinateur à essayer des choses, à effacer, à pas être capable d'écrire. Puis au final, j'aurais rien écrit. Mais c'est pas grave, je vais l'avoir essayé. Puis le temps que j'ai été là, c'est pas du temps perdu parce que les idées cheminent dans ma tête, puis grandissent. Puis je pense que les gens doivent s'essayer d'écrire. C'est pas parce que tu seras pas auteur, c'est parce que tu écris des choses simples ou que pour soi-même que l'écriture est perdue. Ça fait du bien d'écrire des fois juste un journal intime ou un poème par-ci par-là, ça fait du bien.
Oui, puis c'est intéressant aussi, comme tu l'expliques, le parallèle avec le sport a été souvent fait. On a un auteur japonais, Murakami, qui dit que c'est comme la course de fond. On a Daniel Grenier aussi, qui fait des portraits d'écrivains en coureur de fond. Des fois, même en course à pied, on n'est pas toujours, fait pas toujours sa meilleure course, mais il faut y aller quand même. Il faut mettre les lacets. Oui. Il faut serrer les lacets, mettre les chaussures, puis aller courir. Puis en fait, j'irais même jusqu'à dire qu'une personne qui n'est pas en forme, moi j'ai commencé le gym il n'y a pas longtemps, des fois, juste marcher sur le tapis roulant, une marche rapide, ça va être suffisant pour commencer. Puis après ça, on pogne un rythme, puis tranquillement, on est capable d'aller un peu plus vite. Puis à la fin, on va être capable de sprinter, puis ça va être merveilleux, on va être content. Mais si je commence avec le sprint, je le dis d'avance, je me rendrai pas bien loin. OK. Fait que, des fois, il faut commencer tranquillement pour être capable. Marcher pour mieux courir après. Parfait. Je trouve que c'est un très bon conseil. Et puis, tu parlais tout à l'heure un peu de littérature régionale. Je voulais savoir un peu quel est ton rapport, pas tellement en tant que lectrice, mais en tant qu'écrivaine à la littérature régionale. Est-ce que le territoire est dans ta littérature? Est-ce que Eva Lalancette ne peut écrire qu'au Lac-Saint-Jean, on ouvre le livre, on sait que ça se passe ici, ou finalement c'est quel point important? Je vais être tellement... Je vais te décevoir. Mon roman se passe au Japon. Ah! Bon. Fait que... Mais moi, j'ai tout le temps été passionnée par le Japon. Je trouve que c'est tellement une culture... Moi, Eva du secondaire ne se sentait pas bien dans sa peau. Puis quand on n'est pas bien dans notre peau, je pense qu'on n'est pas bien là où on est. Fait qu'elle avait besoin de s'imaginer ailleurs. Puis moi, je l'ai écrit au secondaire, ce livre-là. Oui. Fait qu'à ce moment-là, j'avais un besoin de me sortir et d'être ailleurs. Et c'est pour ça, je pense que mes personnages habitent ailleurs. Maintenant, je suis en train d'écrire une histoire et ça se passe au Lac-Saint-Jean. OK. Un autre roman là, qui n'a vraiment aucun lien avec le premier. Mais je pense que ça démontre beaucoup dans mon état d'esprit. Je pense que ça veut dire Eva est rendue bien là où elle est. Eva est bien dans son corps. Eva est bien dans tout son entourage. Donc, pourquoi pas être ici? Fait que moi, ça serait vraiment ça, ma relation avec mes personnages, mes romans, mes histoires. Ça dépend vraiment de où je suis mentalement. Ça s'inscrit tellement dans mon écriture. Puis je m'en rends pas tout le temps compte, là. Je veux dire, c'est après coup que je fais comme, ça a un lien. Et quand on écrit une histoire qui se passe au Japon, versus quand on écrit une histoire qui se passe ici, est-ce que ça va influer le choix des mots? La manière même d'écrire, la longueur des phrases? Est-ce que tu reconnais un peu quelque chose là-dedans? Oui puis non. Dans le sens où, tu sais, par exemple, au lieu de parler d'argent, je parle de yens. Au lieu de parler de la nourriture d'ici, je parle de leur nourriture à eux. Puis j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer d'être authentique. Par contre, dans le choix des expressions, dans le choix des longueurs des phrases et tout, j'ai choisi de rester dans une formule plus québécoise pour que ce soit accessible. Parce que moi, je sais que les gens qui vont me lire, ils viennent du Québec. Donc, je voulais garder mon public cible tout en allant ailleurs chercher le folklore japonais. Maintenant, j'écris une histoire qui se passe au Lac-Saint-Jean. Et là, je me garde beaucoup plus dans les expressions québécoises. Ouais. Là, on y va all the way, puis c'est beaucoup plus facile à écrire aussi. Parce que j'ai pas besoin d'imaginer, les lieux sont devant moi. Ils sont là, puis ils sont magnifiques. D'ailleurs, on a tellement des beaux paysages, puis c'est tellement plaisant de décrire, mettons, là, je suis à Jonquière en ce moment, donc, mettons, le parc de la Rivière-aux-Sables. Je l'ai devant moi, je le trouve beau. Fait que c'est tellement facile de le rendre beau. Tandis que d'écrire un lieu que j'ai jamais vu, j'ai dû le faire dans mon roman, que là, il a été publié. Et là, c'était un peu plus... C'était une coche de difficulté de plus, parce que même si j'ai des images, c'est pas pareil que de le vivre. C'est pas pareil que de dire je respire cette odeur, je sens l'odeur, justement, de l'automne, des feuilles. Je sais pas ce que ça sent au Japon. Mon Dieu, je déparle. Je suis jamais allée. Mais ici, c'est plus facile. Puis dans le choix des mots, des expressions, c'est sûr que je me garde beaucoup plus si je sais que mes personnages viennent du Québec. Oui, c'est ça. Puis on sait aussi, tu dois le savoir avec tes jeunes, c'est qu'il y a un petit manque d'histoires qui se passent chez nous, hein, des histoires qui se passent avec la motoneige, tout ça, parce que historiquement, les histoires de région, dans la jeunesse, c'était pas très représentatif. Et que c'est quand même intéressant qu'une jeune auteure comme toi, elle décide de s'arrimer un peu plus au territoire québécois. Oui, mais je sais pas. En fait, j'aurais pas tellement de réponses au fait de pourquoi on n'a pas autant d'histoires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, on est dans le sujet parce que j'ai acheté le livre de Marie-Josée Gauvin. On écoutait Musique Plus. Justement parce que quand j'ai lu le résumé, j'ai vu que c'était écrit « On n'était pas comme les filles de Sainte-Jeanne d'Arc ». J'étais comme « Ouh,
Ça, c'est mon monde. Oui, puis tu as lu aussi Je ne suis pas une outarde de Sébastien Gagnon. Fait que tu as un goût pour ça. Je ne sais pas si c'est récent, mais tu as un goût pour ça présentement. Oui, bien, c'est plus récent, je dirais. Avant, j'étais très dystopie américaine. Là. Okay. Tu sais, les livres comme Hunger Games. Tu sais, ce qui était très américain. Puis là, j'étais allée au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis le Salon du livre là, a une grande place dans mon cœur. Pour toujours, ça va y rentrer dedans. Puis j'ai fait le tour, puis là, j'ai pas eu le choix d'acheter bien des romans. Comme j'ai dit, je rentre dans une librairie, je ressors avec 10 livres sans le vouloir. Fait que c'est ça. Je m'en suis acheté quelques-uns, dont Je ne suis pas une outarde, dont j'écoutais Musique Plus. On écoutait Musique Plus. Puis j'adore, hein. J'aime ça. Moi, quand j'ai lu justement Je ne suis pas une outarde, ça parle d'une jeune fille qui va dans le bois avec son père. Puis moi, j'ai vécu toute mon enfance dans le bois. C'est venu te toucher. Ben oui, je viens de Dolbeau-Mistassini. Moi, chemin de Beauwater, j'y allais toute fin de semaine. Ben oui. En tout cas, on va se laisser sur ce cri d'amour pour le Salon du Livre qui fera bien plaisir à Sylvie Marcoux du Salon du Livre. Oh, Sylvie! C'est important, ça montre que ça crée des vocations, ça assure la relève. Je m'appelle Chloé Larouche, je suis libraire à la librairie Harvey Alma et aujourd'hui je vous présente le livre Hôtel Longniart de Heather O'Neill paru aux éditions Alto. Hôtel Longniart, c'est un de mes très gros coups de cœur. Ça se passe à Montréal. Heather O'Neill met tout le temps, dans le fond, ses personnages dans sa ville natale. Ça se passe à Montréal pendant la Grande Dépression. Puis on trouve deux jeunes dans un orphelinat où tout le monde s'appelle Marie, tout le monde s'appelle Joseph, mais on suit Rose et Pierrot, qui se lient d'une grande amitié, qui ont un grand plaisir pour l'art aussi, pour l'art du cirque, et qui font des représentations de cirque devant les grands millionnaires. Donc, à 18 ans, ils quittent l'orphelinat. Puis souvent, les jeunes d'orphelinat, c'est vraiment des jeunes voués à être absolument rien dans la vie, selon les sœurs là-bas. Donc, ils se ramassent chacun séparés, chacun dans une maison de personnes plus riches, à être serviteurs dans ces maisons-là. Puis, tout au long du roman, on va suivre ces deux personnages-là dans leur nouvelle vie, dans l'attente de se retrouver tous les deux parce qu'ils ne se seront pas oubliés. Puis c'est vraiment beau, c'est vraiment triste, mais c'est tellement bien écrit. Puis on ressent aussi là, la lourdeur, l'espèce de claustrophobie là, du Montréal, justement, là, où la prostitution domine, là, la drogue aussi. Fait que c'est vraiment super intéressant avec la peine d'Heather O'Neill. C'est encore plus beau à lire. J'ai choisi ce livre-là parce qu'il se ramasse dans mon top 5 de coups de cœur de toute ma vie, donc ce qui est quand même vraiment gros. Mais j'aime la manière dont Heather O'Neill conte, c'est vraiment une grande conteuse. Puis dans ce livre-là, elle réussit à amener la petite lumière dans cette espèce de noirceur-là. Ces mots qu'elle dit, c'est magnifique. Comment qu'elle parle aussi, c'est magnifique. Puis comment la force aussi de ces deux jeunes-là qui n'ont rien eu puis qui réussissent malgré tout, tu sais, à construire le petit bout de chemin, chacun, même si c'est pas toujours facile. Puis la manière aussi dont elle décrit ces émotions-là, là, Heather O'Neill est vraiment une conteuse extraordinaire. Puis c'est dans un de ces livres-là qu'elle ça apparaît le plus. Heather O'Neill, c'était un peu justement touché, là, vu que c'est une anglophone montréalaise, mais la traduction est faite par Dominique Fortier. Donc Dominique Fortier qui est une grande auteure québécoise. Je me dis que c'est quand même une traduction très fidèle et très belle. Dans le fond, elle n'ôte rien à la plume à Heather O'Neill. Puis tout ce qu'elle a fait, elle est fabuleuse. Je peux en parler pendant des heures, mais elle est vraiment bonne. Puis j'ai choisi aussi ce livre-là puis cet auteur-là parce qu'il y a quelque chose de spécial. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs anglophones québécois. Puis je trouve que c'est important d'en parler aussi dans la littérature québécoise, c'est pas nécessairement en français. Puis quand la traduction est bien faite, ça donne tout son sens. Oui, elle a fait Mademoiselle samedi soir. Elle a fait aussi La vie rêvée des Grippins, qui est vraiment un beau livre. Puis elle en sort un nouveau là, à l'automne 2023, donc ça va être à surveiller toujours chez Alto. Bien, j'ai connu ce livre-là de la même manière que moi, je le présente aux autres. Quand je leur dis « Est-ce que tu as déjà lu Hôtel Longniart? » Puis ils me disent non. Puis je leur dis « Ben gars, t'as pas le choix de partir avec aujourd'hui parce qu'il faut que tu le lises. » Quand tout le monde me disait « Tu l'as pas lu? » Fait que je l'ai lu puis j'ai compris. Ce livre-là, je l'ai traîné avec moi pendant 2 jours consécutifs, partout, dans la cuisine, dans la salle de bain, dehors. J'ai pas été capable de le lâcher. Puis je l'ai relu il y a à peu près 2 ans, puis c'est encore aussi bon. Fait que moi, un livre qu'on relit déjà là, c'est un grand coup de cœur, qui en perd pas son essence non plus à la relecture. Tous ceux qui me connaissent, parce que, puis, tu sais, la preuve, justement, moi, j'ai pas trouvé mon livre, puis j'ai réussi à le trouver chez une de mes amies parce qu'ils l'ont tous. Fait que je suis allée le chercher, puis non, ils ont tous ce livre-là entre les mains parce que c'est vraiment
Quand je recommande la littérature québécoise, puis un livre qui sort de l'ordinaire, c'est ce livre-là que je recommande toujours. Mais je dirais que c'est une lecture facile. Elle a vraiment une grande puissance narratrice. Puis je reparle un peu du côté conteuse qu'elle a. Donc je pense que ce livre peut plaire à tous les lectorats. Tu sais, ça peut plaire à un homme, ça peut plaire à une femme. Je crois que ça peut plaire à des adolescents aussi, vu que les deux personnages, on les suit quand même de leur jeunesse jusqu'à leur jeune adulte, là, de disons fin vingtaine. Fait que c'est un livre que tout le monde peut aimer. Puis l'amitié puis l'amour, je pense que c'est des sujets qui se démodent pas non plus. Fait que c'est ce qui fait que ce livre-là là, perdure là, au travers le temps. J'ai beaucoup aimé le personnage de Pierrot, le jeune garçon. Rose, le personnage de Rose est vraiment fort aussi, mais le personnage de Pierrot, c'est un jeune garçon qui, malgré, tu sais, en voulant dire à l'orphelinat, il l'a eu vraiment dur. Il faut le lire pour le voir, mais on va vraiment dans le sombre dans ce livre-là. Puis il garde son sourire, il garde sa bonne humeur. C'est lui qui rassure Rose à toutes les fois que ça va pas bien, à toutes les fois qu'il mange des coups à l'orphelinat. Pierrot est toujours là pour lui remonter le moral avec des blagues. Puis j'ai aimé la lumière de ce personnage-là qui, malgré qu'il n'a rien eu dans la vie, reste positif, toujours, puis réussit aussi justement à gravir les échelons, puis à monter qu'est-ce qu'il veut depuis qu'il est petit, puis à réaliser leur rêve de jeunesse à eux, même si Rose n'est pas à ses côtés. Donc c'est vraiment mon personnage coup de cœur dans ce livre-là. On pourrait dire que oui. On pourrait dire que j'ingère beaucoup de littérature québécoise parce que j'ai été dans le comité de sélection québécoise, fait que je me tourne beaucoup vers cette lecture-là. J'essaie de consommer autre chose, mais pour l'instant, la littérature québécoise reste vraiment mon must de tous les jours. Est-ce qu'il faut que je nomme les 100 livres dans ma pile à lire? Non, mais là, en ce moment, j'ai commencé il y a quelques jours, dans le fond, La jeune fille à la presse de Françoise Delicat. Donc, c'est ma lecture du moment. C'est une lecture, encore une histoire d'amitié. Ça me ramène un petit peu à ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis je trouve que c'est une belle lecture, je vais la continuer. Après moi, ça va être bon. Et c'est pourquoi je vous recommande Hôtel Longuillard de Hétéronée, paru aux éditions Alto.